Salut à tous, ici GCSP, groupe culturel et scientifique Pragma, et pour vous servir, ingénieur Geoffroy Destin. Je suis là pour vous offrir un cours d'analyse des structures dans le cadre du programme de Membership Structure 3. Ça, c'est le cours numéro 1 du chapitre 1er. Le titre du chapitre, c'est Calcul des structures hyperstatiques par la méthode des rotations. Nous allons voir deux points du chapitre, les deux premiers points, qui sont 1A, introduction, et 1B, équation de la méthode des rotations. C'est parti. Nous rappelons que gagner d'un côté structure isostatique, de l'autre côté structure hyperstatique. Et entre les deux, on a l'autre type qui est désigné mécanisme ou structure hypostatique, qui parle autre que des structures instables. Donc, pour ce cas, il y a une poutre qui est reposée sur deux rouleaux. Ça, sont structures instables que liées. Parce que si moi applique une force sur là qui gagne une composante horizontale, qui possède une force F, n'est-ce pas vrai, qui peut se décomposer comme ça. Ici, Fy, et là, nous avons Fx. Sous l'effet de Fx, la poudre va accélérer vers la droite. N'est-ce pas vrai? Donc, nous avons là une structure instable. On appelle ça un mécanisme ou structure hypostatique. Il y a là un nombre d'inconnus qui est 2. Ok, vous avez un rouleau ici, donc une inconnue, un rouleau là-bas, encore une inconnue, donc ça nous donne deux inconnues. Nous savons très bien que cette structure qui est une structure plane, donc une structure dans le plan, et il y a trois équations d'équilibre disponibles pour résoudre cette structure. Somme des forces sur x égale 0, somme des forces sur y égale 0, et somme des moments par rapport à n'importe quel point considéré comme origine égale 0. Trois équations d'équilibre disponibles, or il y a deux inconnues. Donc, il y a moins d'inconnus à déterminer que d'équations d'équilibre disponibles. Et dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, vous allez voir qu'il s'agit d'une structure instable. Mais si on ajoute une inconnue, en fixant par exemple cet appui-là ou bien l'autre, et donc en convertissant cet appui à rouleau en un appui à rotule, ok, on fait ça, ok. Voilà, une rotule ici. Automatiquement, il y a deux réactions. Donc, deux inconnues ici, plus et une autre là, ça nous donne trois inconnues. Donc, trois réactions, trois inconnues. Autant de réactions que d'équations d'équilibre disponibles. Là, nous aurons une structure isostatique. Mais tout à l'heure, nous avions une structure hypostatique. Il y avait moins d'inconnus à déterminer que d'équations d'équilibre disponibles. Et pour cause, la structure était instable. Elle pouvait être accélérée vers la droite sous l'effet de cette force qui a une composante horizontale dirigée vers la droite. Mais avec cet appui à articulation, eh bien, il est possible de dégager une réaction au niveau de cet appui, une réaction horizontale. Il y a donc au total deux réactions ici, une réaction verticale et une autre horizontale qui peut équilibrer l'action horizontale agissante. Donc c'est ça. Et nous avons les structures isostatiques, les structures hyperstatiques et les mécanismes qu'on appelle aussi structures hypostatiques. Pour équilibrer ou bien pour résoudre une structure isostatique, c'est simple. Juste, on applique les lois de la statique. D'abord, pour calculer les réactions aux appuis. Ensuite, on fait le nombre de coupes nécessaires en appliquant la méthode des sections, par exemple. Il y en a d'autres, mais la méthode la plus utilisée pour avoir les efforts intérieurs, c'est la méthode des sections. Cela consiste à effectuer un nombre de coupes, ok, et à dégager, à extérioriser les efforts intérieurs. Et en dernier lieu, on trace les diagrammes de ces efforts intérieurs-là et la structure est résolue. Ça, c'est pour les structures isostatiques. Les structures isostatiques sont les structures dites pouvant être résolues par les lois de la statique. Donc, on peut dire structure isostatique ou structure
pouvant être résolus par les lois de la statique, alors que de notre côté, nous avons les structures hyperstatiques qui sont des structures qui ne peuvent pas être résolues par les lois de la statique seule. Il nous faut d'autres procédés. Il y a des méthodes disponibles pour calculer ces structures-là. Et bien, l'une de ces méthodes, c'est la méthode des rotations. La méthode des rotations, c'est une méthode qui peut être utilisée pour calculer les structures hyperstatiques, tout comme la méthode des forces, tout comme la méthode de Cross, okay? La méthode de Horty-Cross. Et avec ces méthodes-là, eh bien, la limite d'application des lois de la statique est franchie. Et avec ces méthodes-là, par exemple, et la méthode des rotations que nous allons voir là, eh bien, les structures hyperstatiques pourront avoir solution. Ok. Introduction pour la méthode des rotations. La méthode des rotations est l'une des méthodes classiques utilisées pour le calcul des structures hyperstatiques, notamment des poutres continues et des portiques au cadre rigide à barre droite. Dans cette méthode, on pose comme inconnu les déplacements des nœuds. Ceux-ci peuvent inclure des translations ou des rotations. Par exemple, vous avez ça. Si vous avez cette structure-là, ok, une poutre bien encastrée. Il est clair que là, nous avons une structure hyperstatique parce qu'il y a combien d'inconnus là? Il y a 3 ici et 3 là-bas. Ça nous donne 6 et il y a plus d'inconnus à déterminer que d'équations d'équilibre disponibles. Donc, on ne peut pas résoudre rien qu'en utilisant les lois de la statique. Les lois de la statique sont dépassées. Nous avons là une structure hyperstatique. À titre de rappel, pour les structures isostatiques, on l'a dit tout à l'heure, les lois de la statique suffisent. Il en est de même pour les mécanismes, par exemple, quand on avait là, et alors, dans certains cas, quand on avait là une poutre reposant sur 2 rouleaux, s'il n'y avait que des charges verticales sur la poutre qui est elle-même horizontale, eh bien, on pourrait trouver les réactions simples. Il y aurait une réaction ici, en A, et une autre en B. Bien sûr, on pourrait déterminer ces réactions-là parce que nous avons plus d'équations d'équilibre disponibles que d'inconnus à déterminer. Tout le monde sait que lorsque nous avons un nombre d'inconnus qui est inférieur au nombre d'équations d'équilibre disponibles, on peut résoudre. Okay? Le problème maintenant vient lorsque l'une de ces forces a une composante horizontale ou bien tout carrément une force horizontale s'applique. Et là, étant donné qu'il n'y a aucun de ces deux appuis qui peut offrir une réaction horizontale, et bien là, ça va s'accélérer. Et dès que ça accélère, nous avons un mécanisme, pas une structure à proprement parler, parce qu'une structure à proprement parler, ça doit être en équilibre. Et quand ça accélère, et bien rapidement, vous avez un mécanisme, ok? Donc, c'est pas une structure dans le sens propre du terme. Mais là, nous avons par exemple cette poutre bien castrée, ok? Il y a 3 inconnus ici, 3 inconnus. Nous avons clairement là une poutre hyperstatique. Si vous avez possibilité, s'il y a possibilité que l'un de ces deux appuis-là tasse, ok? Donc, que cet appui-là, l'appui B par exemple, descend, vous avez un mouvement delta Y là, ok? Donc, on dit que cet appui est instable. Et ce mouvement-là, voilà, c'est ce qu'on vient de dire là, ok? Dans cette méthode, on pose comme inconnu les déplacements des nœuds. Ceux-ci peuvent inclure des translations. Par exemple, cette translation-là qu'il y a au niveau de l'appui B. L'appui B tasse, donc il y a une translation ou des rotations. Bon, vous savez clairement que pour les appuis à encastrement, il n'y a pas de rotation au niveau de l'appui. Il peut y en avoir dans la barre, mais pour les nœuds, ok, pour les appuis, au niveau de la jonction et de la poutre avec les appuis, il ne peut pas y avoir de rotation, ni d'ailleurs n'importe quel mouvement de la barre sans mouvement de l'appui à proprement parler, eh bien, c'est impossible pour l'appui en encastrement. Voilà ce que je veux dire, voilà.
Ok, appui encastrement sont appuis qui bloquent tout mouvement. Ils bloquent translation, quelle que soit la direction. Dans le plan, on a là une structure plane, donc on est dans le plan. Ils bloquent mouvement. Ils bloquent translation suivant X, ils bloquent translation suivant Y, bien évidemment, ils bloquent translation oblique tout, parce que dans translation oblique, il parle de translation suivant X et suivant Y, parce que ça a deux composantes. Ok. Ils ont appui à encastrement, ils bloquent translation dans toutes les directions que nous avons dans le plan, suivant X, suivant Y, et ils bloquent rotation tout. Seule possibilité maintenant que il y ait mouvement au niveau de l'appui, ça, c'est le appui à lui-même. Pourquoi le bouger tant pour là, appui à lui bouger, ça, c'est le bagage. Il y a mouvement au niveau de l'appui. Mais si l'appui n'a pas bougé, l'appui encastrement, il va permettre pièce mouvement. Ok. Mais si nous n'avons pas de appui à au-dessus par exemple, ou bien un appui à l'eau, bien sûr, appui à l'eau, laisser passer la rotation. Il y a une qui laisse passer seulement la rotation, c'est appui à au-dessus là, voilà, et ça lui laisse passer non seulement la rotation, mais aussi une translation suivant X. Donc, perpendiculairement à l'axe de l'appui, il y a possibilité de mouvement pour l'appui à l'eau. Bien. En appliquant cette méthode, on commence par établir, en parlant de la méthode de rotation, on commence par établir les équations fondamentales donnant les valeurs des mouvements fléchissants aux extrémités du ruban. Voilà. Ok? En appliquant cette méthode, on commence par établir les équations fondamentales que nous allons voir là en 2. N'est-ce pas bien? Donc en 1B, nous avons les équations fondamentales de la méthode de rotation. Ok? On commence par établir ces équations-là. Ok? Et voilà les équations fondamentales donnant la valeur des moments fléchissants aux extrémités du rebord. Ces équations sont obtenues par la superposition de deux parties qui sont, d'une part, le moment fléchissant dû aux charges extérieures et le moment fléchissant qui est dû à mouvement que à déplacement que nous au niveau du lieu. Donc, c'est deux parties qui vont superposer pour nous équation et que nous avons une équation fondamentale qui va nous mouvement fléchissant au nœud de la structure, donc et au nœud des différents bords de la structure, s'il y en a plusieurs, bien sûr. Ensuite. Ok. Ok. Mais cette barre est supposée encastrer aux deux extrémités. Une barre, dans l'application de la méthode de rotation, une barre est supposée d'abord encastrer à ces deux extrémités. Ça peut ne pas l'être. Ok. Et nous pouvons toujours avoir une barre articulée à une extrémité et encastrée à l'autre, ou bien une barre bien encastrée, ou bien une barre bien articulée. C'est toujours une structure hyperstatique, une barre bien articulée, et il y a 4 réactions, n'est-ce pas vrai? Donc, toujours une structure hyperstatique. On commence d'abord par supposer que les appuis sont des appuis encastrement. Donc, on aura à calculer des moments d'encastrement parfaits et vous aurez à voir ce qu'on fera avec. Bien, on suppose encastrer aux deux extrémités et d'autre part, le mouvement fléchissant dû au déplacement réel des nœuds, okay, aux extrémités de la barre. On établit ainsi un système d'équations simultanées où les inconnus sont les déplacements des nœuds. Les inconnus sont les déplacements des nœuds. Mais pour que ces inconnus-là apparaissent, eh bien, il faut que effectivement ce nœud était possible de délivrer ou de permettre un déplacement. Donc, si vous avez un nœud encastré, il n'y a pas moyen d'avoir mouvement. Ok, à moins que, comme nous venons de le dire tout à l'heure, à moins que ce soit l'appui lui-même qui déplace. Un appui instable, par exemple. Ok. Et si le nœud est doué et de mouvement, donc une barre articulée à un nœud, et bien en ce nœud nous avons une inconnue qui est une rotation et la détermination de cette inconnue qui est la rotation nous aidera à calculer ce que nous recherchons vraiment qui sont les mouvements fléchissants au nœud de la structure. Bien, la résolution de ce système d'équations simultanées donne la valeur des déplacements inconnus. En remplaçant ces derniers dans les équations des mouvements, on obtient la valeur des mouvements fléchissants aux extrémités du bas. Ok, ou bien aux extrémités des bas. Voilà. Donc, équation de la méthode de rotation. Avant de rentrer de plein pied dans l'équation méthode ça,
nous évoquer hypothèse de base. Tout comme n'importe l'autre méthode de calcul de structure hyperstatique, méthode de rotation liée hypothèse de base. Ok, première hypothèse là, voilà, son ensemble de 4 hypothèses. Première hypothèse là dit, on suppose que les déformations dues aux forces axiales et aux efforts tranchants sont négligeables. C'est une hypothèse qui est de nature à simplifier les méthodes là. Donc, et sans hypothèse là, équation qui dans la méthode ça, ok, les équations fondamentales de la méthode de rotation auraient été très surchargées par rapport à ça que vous voyez et avec prise en compte hypothèse ça. Ok, deuxième hypothèse, la poutre est droite. Ok, donc on a affaire à des poutres rectilignes. Et qui ça méthode la méthode là? Donc ça par exemple, on peut dire comme ça. Tout le monde a son bout, ça son bout, ça son bout, mais il est tout. Il est sa bout, ça il est bout. Clair, ok. La rigidité à la friction EI est constante dans chaque gradé. T'as bien ça, par exemple. On peut continuer comme ça. EI, que nous là, c'est le même qui ici, le même qui ici. EA, les caractériser matériaux. Donc, même matériau qui fait travailler le bout de ça, c'est le même matériau qui a utilisé là, et c'est le même matériau qui a utilisé là. Pas une en moins, pas une en plus. Donc, c'est ça. Pour le matériau est le même dans toutes les travées de la poutre. Ok. Il est le même pour une structure comme ça. Ok. Dans toute poutronnette, c'est le même matériau. Bien. I, maintenant, il doit être constant dans les I, c'est le moment d'inertie, E, module d'élasticité du matériau, c'est même IAM de gagner dans toute travée là. C'est-à-dire, c'est même section droite là. Okay. Si ça c'est pour là, la section droite c'est ça. Section qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal de la poutre. Eh bien, section droite là, ils vont baser mon hauteur, c'est son côté rectangulaire, ils ont n'importe quelle forme tout. Eh bien, c'est même section que nous gagnons dans les différentes travées en continuité. Le ça gagne un EI qui est constant. Ça, c'est la méthode des rotations. Ok, là, on voit l'autre méthode, ça doit changer. Ok. Maintenant, quatrième hypothèse. Le matériau est élastique et obéit à la loi de Hooke. Donc, le principe de superposition s'applique. Ok? Vous voyez ça là? Oh, nous avons depuis tout à l'heure, nous avons introduit méthode de rotation. Nous avons que le moment que nous gagnons dans l'équation fondamentale, moment ça, nous sorti dans la charge qui est appliquée et nous sorti tout dans déplacement que nous subit, rotation ou translation, c'est la superposition des effets de ces deux-là, ok, donc charge appliquée et puis déplacement induit dans les nœuds, c'est le moment qui résultait de superposition de deux sources de moments parce que les deux créent moment fléchissant, ok, les deux créent donc charge appliquée créer moment et puis déplacement dans le créer moment. Maintenant, convention de C. Dans la méthode de rotation, on considère un moment fléchissant appliqué à l'extrémité du nœud comme positif si le moment ça est donné dans le sens de la rotation des aiguilles du nœud. Voilà. C'est le moment ça qui est considéré comme positif. Moment qui tourne dans le sens de la rotation des aiguilles du nœud. Il en est de même pour la rotation. La rotation considérée comme positive, c'est l'œil tourné dans le sens des aiguilles du nœud. Et bien évidemment, négatif dans le cas contraire. Ok? Et de même, les relations pour voilà, c'est ça. Pour la convention de Si. Maintenant, détermination des équations de la méthode. Nous allons considérer une travée AB d'une poutre continue. Ok? Donc, travée abiale, travée à gauche, travée à droite, c'est comme ça. La considération de travée intermédiaire, travée abiale sur travée intermédiaire. Ok? Et ça déformé dû au charge. On va représenter tout ça. Ok? On va représenter. Au dernier paragraphe, avant de effacer le paragraphe de là, nous avons considéré une travée AB d'une poutre continue, mais qui sont travées intermédiaires. Ok, voilà, donc pour aller continuer chemin vers la gauche et continuer chemin vers la droite, voilà pourquoi nous avons cette discontinuité. Ok, et
cette autre discontinuité que nous avons. Donc, la travée AB est bel et bien une travée intermédiaire d'une poudre continue, ok, qui s'appuie en A sur une articulation et en B sur un rouleau, pendant que l'on considère l'appui B comme un appui variable, donc qui peut subir ce déplacement delta B là que nous avons, n'est-ce pas vrai, alors que l'appui A est un appui invariable, donc qui n'est pas doué de ce mouvement-là, ce mouvement vertical que l'appui B pour sa part a subi. Donc l'appui B est un appui variable, alors que l'appui A est un appui invariable. Bien, il y a ces charges F, P et Q qu'on considère agissant sur la travée AB, et il y a ici la déformée de la travée AB due aux charges F, P et Q qui lui applique dessus, et puis il y a le déplacement delta B encore qui occasionne la déformée là que nous avons pour la travée AB. Les charges, les rotations et les translations auxquelles la travée AB est soumise créent aux extrémités de celle-ci des mouvements fléchissants qui sont désignés MAB et MBA. Quand vous voyez MAB, cela signifie moment en A pour la travée AB, et MBA, moment en B pour la travée AB. Donc après M, la lettre qui sonne en premier, c'est elle qui est concernée dans la localisation. Donc, et pour la localisation du moment, quand vous voyez par exemple MAB, eh bien, moment, il y a A qui sonne avant B, eh bien, moment en A, mais quand vous voyez AB, là, on parle de la travée AB. Tout comme quand on voit MBC, MBC c'est moment en B pour la travée BC. M et DL ou bien DJ, eh bien, moment en D pour la travée DJ. Voilà. Ou bien pour la barre DJ. Bien. Et pour déterminer les expressions de ces moments, qui sont des moments définitifs, ok, au niveau des appuis A et B, eh bien, on procède de la façon suivante. Étape 1. Mais avant d'entrer dans l'étape 1, un petit briefing. Donc, nous avons la travée AB qui est soumise à ces charges-là qu'on considère de façon forfaitaire, ces charges F, P et Q, et on considère l'appui B comme un appui variable qui a donc subi ce déplacement vertical delta B, alors que l'appui A est considéré comme un appui invariable qui ne subit pas ce déplacement lui-même. Et la travée AB est une travée intermédiaire d'une poutre continue, donc il y a une discontinuité là et une autre ici, donc la poutre va son chemin des deux côtés de ces deux appuis-là. Bien. Et première étape, on commence par supposer que, alors, et avant de continuer, il y a ici la déformée de la travée AB sous l'effet, premièrement, des charges appliquées et du déplacement subi par l'appui B. Mais aussi, au final, on aura des moments MAB et MBA qui seront résultés non seulement des charges appliquées, mais des déplacements subis au niveau des déplacements créés au niveau des appuis A et B. Ces déplacements peuvent inclure translation et rotation. Bien sûr, il y a ici translation au niveau de l'appui B. On considère qu'il y a translation. Donc, c'est ça pour la détermination des expressions, des équations de la méthode des rotations. On considère qu'il y a un appui qui subit un déplacement. Donc, c'est de façon générale qu'on va avoir ces équations-là, donc qui peuvent être représentatives quand il n'y a pas d'appui qui bouge et quand il y en a. Et quand il y a ce mouvement, cette translation-là, eh bien, on saura comment utiliser ces équations-là qui seront établies. Et quand il n'y en a pas, bien sûr, il y a une façon d'exploiter ces équations. Bien. Au final, nous aurons les mouvements MAB et MBA au niveau des appuis A et B. Et ces mouvements, pour répéter une dernière fois, seront obtenus par la superposition des effets des charges appliquées et des déplacements qu'il y a au niveau des appuis A et B, translation et rotation. Pour le terme des déplacements,
déplacement, cela peut signifier une translation ou une rotation. Bien. Et première étape, on commence par supposer que les appuis A et B sont de niveau et qu'ils sont parfaitement encastrés. On commence par supposer que les appuis A et B sont de niveau, donc comme vous les voyez là, ok, vous voyez A et B qui sont sur le même plan horizontal, donc ils sont de niveau, contrairement à ici où on suppose qu'il y a une dénivellation d'appui. Il y a l'appui A qui est ici et l'appui B qui quitte ce niveau-là pour aboutir ici, donc il y a cette translation verticale, donc ces deux appuis-là ne sont pas de niveau. Alors que là, on considère que donc on va progresser. On avait supposé cette mise en charge avec ce déplacement de l'appui B, mais pour aboutir aux équations de la méthode de rotation, les équations donnant MAB et MBA, on commence par supposer que les appuis A et B sont de niveau et qu'ils sont encastrés. Okay? Donc, et que ces appuis-là soient des appuis encastrement. Voilà. Et nous aurons, étant donné que ce sont des appuis encastrement, nous aurons droit à supposer, pas à supposer, bien évidemment, ce sont des encastrements, il n'y aura ni translation, ni rotation au niveau de ces appuis parce que un appui encastrement ne permet aucun mouvement. Il n'y aura ni translation, ni rotation au niveau des appuis A et B. Et pour cause, il va y avoir développement de moments d'encastrement au niveau de ces appuis-là. Ces moments-là seront désignés par MEP. En A, on aura MEP AB et en B, on aura MEP BA. MEP qui signifie moment d'encastrement parfait. On peut désigner ces moments-là aussi par MF. MF, donc moment fictif AB et moment fictif BA. C'est MF que nous retenons ici. Donc nous retenons MF AB, MF BA. On aurait pu mettre MEP AB, MEP BA. Donc moment d'encastrement parfait. MEPAB ou bien MFAB, c'est le moment en A, parce que en AB, la lettre qui sonne en premier, c'est elle qui est conservée dans la localisation du moment. Donc, MEP ou bien MFAB, c'est le moment en A pour la graver AB. Et MF ou bien MEPBA, c'est le moment en B pour la graver toujours AB. Bien. Et ces moments d'encastrement parfait, nous allons montrer comment les déterminer. C'est juste, il y a un tableau où on les puise, n'est-ce pas vrai? Donc pour les cas de charge courant, on nous dit voilà, pour les moments d'encastrement parfait, voilà telle valeur. Et donc dans l'application de la méthode de rotation, il faut bien évidemment garder ces valeurs de moment d'encastrement parfait en tête. Mais si vous avez un travail qui vous permet d'utiliser le document, eh bien, vous pouvez toujours vous référer à ce tableau-là pour tirer les moments d'encastrement parfait et donc continuer votre travail. Bien, ça c'est la première étape. On va essuyer pour avancer avec la deuxième étape. Deuxième étape maintenant, de la marche à suivre visant à établir les équations de la méthode de rotation. Donc, voilà, deuxième étape. Les extrémités A et B de la poutre étant toujours considérées comme encastrées, nous rappelons, dans la première étape là, il était considéré, pas oublier que appui A c'était un appui rotule et appui B un appui rouleau qui était subi une translation verticale, descendante, précision, ok, parce que appui B A était considéré comme un appui variable et appui A était considéré comme un appui invariable. Et à la première étape de la marche à suivre, pour l'établissement des équations de la méthode de rotation, nous t'es supposé que, alors méthode là, t'es supposé que les appuis A et B sont de niveau, donc voilà, pas de translation, donc bon relèvement de appui B A, mettez le même niveau avec appui A, donc ils sont en plan horizontal, et ils considèrent que appui A et B, ce sont des appuis encastrement. Et sous effet charge qui déagit, charge FP et Q, eh bien, il va y avoir des moments d'encastrement parfait au niveau de ces appuis encastrement, n'est-ce pas? Des moments désignés MEPAB ou bien MFAB en A et MEPBA ou bien MFBA en B. Moment d'encastrement parfait parce que on suppose ces appuis encastrés et puis voilà, la barre est de niveau. À la deuxième étape maintenant de la marche à suivre, ok, on va
et faire apparaître à nouveau le déplacement vertical de l'appui B qui est un appui supposé variable. Ok, voilà delta B. Pas inquiétez nous pour delta B, ça nous est plus grand que ça, donc c'est juste faire apparaître le déplacement. Donc, si on va à main levée, ok, et il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de grandeur. C'est juste une question de est-ce que bien translation ou bien pas bien. Donc, est-ce que appui B a son appui variable ou bien pas bien. Donc, toujours en considérant les appuis A et B comme des appuis encastrement, on fait apparaître à nouveau ce déplacement vertical, cette translation verticale. Bien. Les extrémités A et B sont toujours considérées comme encastrées. L'appui B qui se déplace de delta B, voilà, provoque à ces extrémités des moments donnés par. Ouais, ok. Appui B A qui déplacé A, il induit moment dans appui A et B. Voilà. Appui B A qui déplacé A, qui subit translation delta B ça induit moment dans tout deux appuis. Et moment ça, il y a M' AB pour l'appui A, ou bien si vous voulez pour l'extrémité A, et moment, il y a M'BA dans l'extrémité BA, causé par le déplacement vertical de l'appui B. Bien. Voilà, expression M'AB et M'BA, moment causé par le déplacement vertical de l'appui B, considéré comme encastré, tout comme l'appui A qui est considéré comme encastré, et bien nous aurons des moments dû à ce déplacement vertical désigné M'AB qui est égal à M'BA et l'expression pour avoir M'AB et M'BA yo égal et l'expression pour les avoir c'est moins 6 EI delta B sur L carré, L qui est la portée de la dérivée AB. Bien, delta B, vous savez, c'est le déplacement vertical et puis E et I, E qui est le module d'élasticité du matériau utilisé. Le matériau, n'oubliez pas, dans l'hypothèse, c'est considéré comme élastique. Donc, E, c'est le module d'élasticité. Pour un matériau qui n'est pas élastique, et il est impropre d'utiliser la dénomination module d'élasticité, comme le béton, par exemple, qui n'est pas un matériau élastique. Le béton n'est pas un matériau élastique, et E, pour le béton, ça peut s'appeler de préférence module de déformation, ok, au lieu de module d'élasticité, parce que c'est pas un matériau élastique. Bien, le seul domaine élastique du béton, c'est l'interaction qu'il a. Et c'est extrêmement faible. En compression, il y a une déformation béton en grand, net. Donc, il n'y a pas d'élasticité en compression pour le béton et le matériau, ça c'est en compression travail. Alors, définitivement, le béton n'est pas un matériau élastique. Ok, pour un matériau qui n'est pas élastique, eh bien, il est impropre et d'appeler E module d'élasticité, mais plutôt module de déformation. Précision, module de déformation longitudinale. Bien. Et donc voilà pour l'expression des moments M'AB et M'BA causés par le déplacement vertical de l'appui B. Ok. Déplacement vertical, ça, il crée un moment dans l'extrémité AB, mais tout il crée rotation de barre AB. Rotation, ça, il désigne psi AB. Ok. Rotation de la barre AB. Voilà. Le déplacement de l'appui B, c'est-à-dire delta B, le déplacement vertical de l'appui B, cause aussi une rotation psi AB de l'axe de la barre donnée par CAB, mais ça égale, c'est le déplacement vertical divisé par la longueur. Donc voilà, c'est ça pour la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape. Enfin, comme les extrémités de la barre ne sont pas encastrées, voilà, ne pas oublier que l'extrémité et barre ABA, c'était une rotule ici en A et un rouleau en B. Donc, et venir avec l'encastrement, c'est les étapes qui étaient faites encastrement apparaître. Mais il ne faut pas oublier que appui ça c'est pas appui encastrement que comme c'est pas appui encastrement contrairement à l'étape 1 côté que nous avons dit bon voilà on suppose des appuis A et B deux niveaux et puis ce sont des appuis encastrement et bien pour encastrement il n'y a pas de rotation donc il y avait des moments d'encastrement parfait au niveau de ces appuis. Pourquoi on dit parfait? Parce que pour un encastrement parfait il n'y a pas de rotation du tout. Il n'y a pas de rotation. Donc, un encastrement parfait, ça bloque toute rotation. Mais, entre parenthèses, il n'y a ni encastrement parfait dans la pratique, ni rotule parfaite. C'est-à-dire, pas bon appui encastrement, pas capable de rotation, même suite, et pas de rotule, tout pas capable de encastrement, même si petit.
Alors, qui pas capable de dire et un petit moment, même s'il est petit. C'est-à-dire qu'on c'est un encastement qui fournit moment. Donc, pas de rotule qui pas capable un petit moment, même s'il est petit, et pas de encastement qui pas capable une petite rotation, même s'il est petit. Donc, il n'y a ni rotule parfaite, ni encastement parfait. Mais quand il y a lieu d'évoquer le terme encastement parfait, eh bien, c'est que cela suppose qu'il y a zéro rotation, tout comme il y a zéro translation. Mais comme appui A et B, c'est pas appui encastement qui est vrai, c'est appui C qui est, une c'était une rotule, l'autre là c'est un rouleau, alors il y a rotation. Et rotation, ça voilà, nous avons θ A et en B, nous avons θ B. Rotation, ça cause moment tout dans l'appui ça. Ok? Enfin, comme les extrémités de la barre AB ne sont pas encastrées, elles subissent des rotations θ A et θ B lorsque la barre est chargée. Ok, fluidité. Les barres chargées, comme c'est appui 7 au niveau de A et B, eh bien, il y a une rotation qui crée rotation θ A en A et θ B en B. Ces rotations provoquent aussi des mouvements. On l'a dit. Et au début de la présentation de la méthode de rotation, nous avons dit que, eh bien, finalement, moment que nous avons bien, moment à chercher ça, moment à chercher, qui c'est moment MAB et MBA, dans appui A et B, il y a résulté de la superposition de moments créés par charge appliquée et puis moments créés par déplacement. Déplacement qui c'est translation et puis rotation. Donc, translation que et appui B a subi, qui c'est delta B a créé moment, qui c'est moment M', moment M' AB et puis moment M' BA. Et rotation que nous dans appui ça rotation ça même tout responsable moment et moi ça va donner M second AB qu'on a en A et puis M second BA. Et c'est somme moment ça va bon moment final que nous chercher. Bien. Et ces rotations provoquent aussi des mouvements fléchissants à ses extrémités. On désigne ces mouvements par M second AB et M second BA. La méthode de la boucle conjuguée permet d'établir la relation entre ces mouvements-là, ok, MAB et MBA, et la rotation, les rotations qui les ont créées, ok, voilà, qui sont θ A et θ B. Rotation qui crée pour ça, moment M second AB et M second BA. Donc voilà, et on va effacer pour avancer. Bien, relation entre rotation θ A et θ B aux extrémités A et B de la poutre et moment que rotation ça a créé qui c'est M second AB dans l'appui A et M second BA dans l'appui B. C'est dans le théorème de la poutre conjuguée que nous avons une relation ça. Ok, du théorème de la poutre conjuguée, les rotations θ A et θ B aux extrémités de la poutre réelle, ça veut dire avec appui réel, n'est-ce pas vrai? Appui et articulation en A et puis rouleau en B. Et ok, aux extrémités de la poutre réelle sont égaux aux efforts tranchants VA et VB. Voilà, θ A égale VA, θ B égale VB, mais tout égal à qui ça? Parce que c'est une relation entre rotation et mouvement créé par rotation, ça qui intéresse nous là. Ok? Et sont égaux aux efforts tranchants VA et VB, important de le signaler, aux extrémités de la poutre conjuguée et efforts tranchants ça qui sont égal. Voilà, c'est M second AB L sur 3 EI moins M second BA L sur 6 EI, c'est ça que VA l'égale et du coup θ A l'égale. Et voilà pour θ B égale à VB égale expression ça, donc c'est juste ça T AB BA, ici c'était AB de là nous BA et là BA là nous AB. Donc voilà, c'est ça pour relation entre rotation à ces extrémités, donc aux extrémités A et B, et puis moment créé par ces rotations. Ok, donc moment provoqué par rotation induite au niveau de ces appuis. Bien, et là nous tirons M second AB et M second BA dans deux équations, ça va nous joindre M second AB égale à 2EI sur L facteur de 2 θ A plus θ B, et puis M second BA, donc facile avec inconnu ça qui c'est θ A et θ B, nous facile à joindre. Yon nan terme, ok,
respectivement dans deux équations ça yo, une dans terme cap ban nous moment définitif. Par exemple là, si nous considérons moment définitif MAB, eh bien comme vient jeune θ A et θ B pour de l'équation ça là, rapidement on va joindre M second AB. Voilà, une dans terme. Bien. Et puis comme il vient dans l'équation qui baille MBA, comme vient jeune θ A et θ B pour de là et puis facilement joindre M second BA. Bien. Avec ça, c'est juste remplacer MFAB, moment fictif AB, que nous allons gagner pour nous, parce que là, c'est dans le plan pour nous avons gagné pour nous faire introduction, méthode de rotation, et puis les équations de la méthode de rotation. Les équations. Ces deux équations fondamentales de la méthode de rotation, c'est là que le cours a tout fini, mais dans le prochain cours, nous avons un moment ça. Nous avons un tableau des moments d'encastrement parfait. Donc, pour les différents cas de charge courant, nous allons gagner valeur moment d'encastrement parfait, ou bien si vous voulez, moment fictif, pour nous capables d'appliquer la méthode de rotation, donc, et résoudre l'équation méthode de rotation, nous capables de calculer les structures statiques que nous pouvons calculer avec cette méthode. Ok. Donc, nous avons, MAB, ok, moment en A de la gravée AB de notre poudre, MAB est égal à moment fictif AB que nous avons bien pour nous, dans le prochain cours, et plus moment m'AB qui c'est moment m'AB qui c'est moment créé en A suite au déplacement delta B de la vue B. Plus M second AB qui c'est moment créé en A sous l'effet des rotations θ A et θ B en A. Ok, vous voyez, MAB est fonction de θ A et θ B. Donc c'est rotation θ A et θ B qui crée moment ça, qui c'est moment M second AB ça en A. Tout de même, moment créé en BA, c'est toujours même rotation ça vous va provoquer. Ok, θ A et θ B va créer moment et en BA qui s'égale moment M second BA. Bien. Donc, MAB, mes expressions, MBA, mes expressions, et quand nous remplaçons chaque thème, ça va parler, nous remplaçons M''AB, nous avons M''AB, il est égal à M''BA, égal à moins 6 EI delta B sur L carré. Ok, de M''AB égale M''BA égale moins 6 EI delta B sur L carré. Bien, donc remplacer au bas valeur là, et remplacer M''AB et M''BA, bon, qui est égal à la même barre là d'ailleurs, remplacer M second AB et M second BA par valeur et rapidement nous allons joindre les équations fondamentales, ok, d'où les équations fondamentales de la méthode de rotation. MAB égale à 2EI sur L facteur de 2 θ A plus θ B moins 3 psi AB plus moment fictif AB, donc moment d'encastrement parfait en A. Ok, de la gravée de poutre AB, ou si vous voulez, de la poutre AB, parce que dans la méthode là, il y a les gravées de poutre pour tout, pas de problème. Et MBA égale à 2EI sur L, facteur de θ A plus 2 θ B moins 3 psi AB plus moment fictif BA. Qui ça change par rapport à la première équation? C'est dans la première équation, on a MABA. Nous avons 2 θ A, mais dans MBA, nous avons 2 θ B. Et là, nous avons graine θ B, mais là, nous avons graine θ A. Et puis, ici, c'est moment fictif AB, et là, c'est moment fictif BA, fini pour les équations fondamentales de la méthode de rotation. Nous avons une petite variation que nous allons gagner, les nous avons fait avec A puissance et dérive, et ça, c'est vrai, avant de rentrer dans l'exercice dans le prochain cours, côté que nous allons gagner, non seulement pour nous bailler le tableau des moments d'encastrement parfait pour les différents cas de charge courants, mais tout nous allons finir avec quelques remarques sur ces équations dites équations fondamentales de la méthode de rotation. Fini pour ce cours, le cours numéro 1 du chapitre 1 du membership structure 3. Voilà. Merci parce qu'on inscrit dans le membership structure 3. Et merci tout parce qu'on a encouragé camarades, collègues pour nous inscrire dans le membership structure 3 et éventuellement l'autre membership structure. Surtout,
et membership structure 2, membership structure 1 pour nous capables de faire un petit rafraîchir mémoire, ok, parce que dans membership structure 3, il est important pour la membership structure 2, tout, structure 1, en façon pour combler les lacunes éventuelles et éventuellement si on a un niveau pour suivre et cours structure 4 tout, et bien invitons inscrire la membership structure 4 là et puis pour nous avancer ensemble. Merci Amil et à la prochaine pour une autre vidéo. Bref, pour un autre cours de structure 3 dans le programme de membership structure 3. Bye.